Au menu de ce 19h30, il y a 4 ans, on annonçait une enveloppe de 100 milliards de dollars pour la lutte contre le réchauffement climatique au terme de la COP 21 à Paris. Eh bien, on est encore très loin du compte. C'est ce qui a été constaté lors du sommet sur le climat qui s'est ouvert hier à New York, à la 74e Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle prend part le chef de l'État. Le compte rendu de Aubin Guébré, notre envoyé spécial sur place. Après le coup près qui est tombé ce dimanche 22 septembre, place aux explications. Les premiers responsables du CDP étaient face à la presse ce matin pour donner les raisons de l'exclusion et de la suspension de plusieurs militants membres des organes dirigeants du parti. On parle d'indiscipline et de tentatives de liquidation. Tous les détails dans ce journal. Et puis, cette question, le Burkina Faso va-t-il vivre encore les pénuries qu'elle a connues lors des grèves successives des chauffeurs routiers? Peut-être que oui, si l'État ne met pas en œuvre les accords signés il y a quelques mois. C'est la menace qu'a brandi l'UCRB ce 24 septembre au cours d'une conférence de presse. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Un invité dans ce journal, nous recevons Léonce Koné, le désormais ex-membre du Haut Conseil du CDP. Il vient parler justement de son exclusion des instances du parti au terme du congrès extraordinaire de ce dimanche 22 septembre. Il sera aussi question de la démission des cadres Désiré Ouédraogo et des conséquences de tout ce remue-ménage au sein du congrès pour la démocratie et le progrès. Léonce Koné, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On entendra tout à l'heure votre réaction, mais avant, d'abord, tout de suite, direction New York, où le président du Faso prend part à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec plusieurs personnalités en marge des travaux et je vous propose d'écouter le secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Après sa rencontre avec le chef de l'État, il parle de démocratie et de développement. Express my sincere appreciation to His Excellency the President. C'était principalement pour remercier son Excellence le Président de la relation forte dont nous jouissons et également pour parler de notre coopération mutuelle et du travail que nous pouvons accomplir ensemble en faveur du développement et de la démocratie. It's not an issue of just security cooperation. Et il ne s'agit pas simplement de coopération sécuritaire. It's an issue of development. It's also an issue of economics. It is an issue of government presence and government services. C'est une question qui relève du développement, de l'économie, de la présence du gouvernement et des services publics. Il faut donc travailler avec la région dans son ensemble et chacun des pays doit faire preuve du dynamisme adéquat. Et nous remercions un pays tel que le Burkina Faso avec le partenariat très fort dont nous jouissons. C'est grâce aux efforts comme ceux du Burkina que nous allons pouvoir réussir. We all want the same thing, a peaceful, stable and prosperous region. Nous voulons tous la même chose, une région en paix, stable et prospère. With wonderful economic opportunities, especially for the young people. Avec des débouchés économiques exceptionnels, particulièrement pour la jeunesse. So thank you very much. On reste à New York où le chef de l'État a également accordé une audience au vice-président de la Banque mondiale chargé des infrastructures. Les deux hommes ont passé en revue le portefeuille de la Banque mondiale pour le Burkina Faso et d'importants investissements sont en vue. Voilà, on écoute à ce propos Mactar Diop à sa sortie d'audience. Vous savez, un élément important du développement économique dans la zone de la bande sahélienne est l'accès à l'électricité et le transport, de pouvoir connecter les populations de ces contrées aux centres de production et aux villes. Et donc tout le programme que nous avons au niveau du Burkina vise justement à accélérer l'accès à l'électricité pour les populations rurales, mais également de développer les pistes rurales et les routes rurales, et nous avons un programme dans ce sens. Donc nous renforçons
renforçons le volet du développement économique. Nous appuyons les pays à libérer des ressources, à avoir une collecte des ressources au niveau fiscal pour pouvoir justement investir dans la sécurité. Et nous savons qu'il y a d'autres partenaires plus spécialisés que la Banque mondiale dans le domaine de la sécurité qui appuient le Burkina Faso. Donc nous centrons surtout sur les questions du développement économique dans les zones les plus vulnérables. Bien sûr, nous faisons une mission d'ailleurs doit se rendre à Ouaga très bientôt pour discuter d'un programme régional sur le digital. Comme vous savez, le numérique, excusez-moi, en français c'est le numérique. Le numérique constitue une priorité. Ça permet aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail plus facilement. Ça permet d'offrir des services de santé et d'éducation aux populations les plus reculées. Donc c'est une priorité importante du G5 que nous allons travailler dans ce domaine. Un second élément, c'est l'interconnexion au niveau de l'électricité des pays du G5. Comme vous le savez, la Banque mondiale a eu au cours de la dernière décennie un large programme d'interconnexion et de transmission pour le financement de la transmission d'électricité entre pays. Et nous continuons donc à renforcer ce programme. Et maintenant, nous voulons mettre un mécanisme de garantie des échanges commerciaux liés à l'énergie entre les pays du G5 Sahel et de manière plus générale de la CEDEAO. Il s'agira de mettre en place un fonds qui puisse garantir les échanges commerciaux dans le domaine de l'électricité entre les pays de la sous-région et de la CEDEAO et bien sûr le G5 est partie prenante de cette initiative. Voilà, ce sont les éléments signés Aubin Guébré, notre envoyé spécial à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Une Assemblée générale qui se tient dans un contexte, vous le savez, marqué par la lutte contre le réchauffement climatique et les mobilisations qui se multiplient. Hier, s'est ouvert un sommet sur le climat au siège de l'ONU, au chapitre bilan après la COP21. Eh bien, on retient qu'on est encore très loin des 100 milliards de dollars annoncés il y a 4 ans. Aubin Guébré. Ils sont plus d'une soixantaine de dirigeants mondiaux. Ils sont arrivés à New York dans un contexte de pression d'une jeunesse mondiale engagée pour le climat. Et ils le savent, ils devront impérativement monter d'un cran en matière d'engagement pour la protection de la planète. Un sommet sur l'urgence climatique pourrait donner vie à l'accord de Paris presque en panne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, attend des chefs d'État des plans plus musclés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mobiliser d'ici 2020 100 milliards de dollars par an de fonds publics et privés afin de soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'atténuation et d'adaptation. Car même si l'on réussit à baisser les émissions, les effets dramatiques du changement climatique sont déjà là et l'adaptation est donc devenue une priorité absolue et une condition essentielle pour augmenter la résilience des pays et des communautés et éviter la souffrance humaine. Je remercie les pays qui ont d'ores et déjà augmenté leurs engagements, en particulier ceux qui ont doublé leur contribution au Fonds vert pour le climat. J'en appelle à votre audace. Avançons vers une transformation planétaire de la finance, une finance compatible avec un monde neutre en carbone. Les pays africains, principaux victimes du réchauffement climatique, attendent eux aussi plus d'engagement et de solidarité des puissants du monde. Vous savez, nous avons tous eu l'espoir lorsque l'on signait l'accord de Paris, parce que ce qui avait été annoncé, c'est la mobilisation d'ici 2020 de 100 milliards de dollars pour le Fonds vert afin d'accompagner bien sûr l'ensemble des pays dans la mise en œuvre de l'RCDF. Mais à l'arrivée 4 ans après, le Fonds vert peine à se mettre en place. Même l'existant pour les pays africains, c'est une difficulté d'y pouvoir parvenir parce que tout simplement le mécanisme mis en place pour pouvoir bénéficier de ce Fonds vert est un mécanisme qui ne permet pas à nos pays africains de pouvoir accéder. Donc pour nous aujourd'hui, au-delà même des annonces, c'est une interpellation à la communauté internationale, non seulement de mobiliser des ressources, mais d'alléger les conditions pour permettre à ce pays-là, nous, pays africains, pays
qui subit bien sûr, comme je le disais tantôt, les conséquences, de pouvoir y accéder. C'est ça la question de fond. L'argent peut être disponible dans la mesure où ce n'est pas une répartition pays, c'est une répartition pays. Il faut avoir non seulement les compétences, mais également avoir des projets bancables, bien sûr, à ces financements verts. Donc pour nous, c'est un serpent de mer et nous pensons qu'avec l'organisation du sommet de l'action du secrétaire général, avant bien sûr la COP de 25, c'est pour pouvoir bien sûr passer de la parole à l'action pour nous permettre bien sûr de y faire face. Mais déjà, une fausse note à l'ouverture, de grands absents à ce rendez-vous du climat, le Brésil et les États-Unis. Le président américain Donald Trump, lui, a plutôt choisi de participer à l'appel mondial pour protéger la liberté religieuse. Et retour à Ouagadougou avec cet au revoir de l'ambassadeur de Cuba en fin d'émission au Burkina, au Premier ministre Christophe Dabiri. L'occasion pour Ana Maria Chongo Torreblanca de rappeler l'excellence des relations entre son pays et le Burkina. La diplomate cubaine qui a sollicité également l'appui du Burkina pour la levée du blocus commercial imposé à son pays par les États-Unis. On l'écoute. Je viens de transmettre au Premier ministre notre satisfaction pour les excellentes relations historiques de coopération entre nos deux pays qui ne cessent de se consolider au fil des années. Au niveau bilatéral, la coopération couvre des domaines emblématiques comme la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les sports. Et je profite de l'occasion pour remercier le peuple et le gouvernement burkinabé pour le soutien invariable dans notre bataille pour la levée des blocus imposés par les États-Unis à mon pays, qui a connu ces derniers 3 mois une escalade croissante. Mais malgré ces situations, nous continuons à développer les relations commerciales avec tous les pays du monde. Et je suis très contente de constater, après l'audience avec le Premier ministre, que des grandes perspectives s'ouvrent pour développer les relations commerciales entre nos deux pays. Et Cuba exprime sa reconnaissance pour l'expression des régions internationales, y compris aux États-Unis, du peuple, d'une partie du peuple aux États-Unis, de l'application des blocus et nouvelles mesures pour empêcher l'entrée de carburant dans notre pays. Il s'agit d'une violation du droit international, d'une transgression des règles de commerce et d'une agression contre la souveraineté de Cuba et des pays tiers. Cuba ne renoncera pas à ces principes ni cessera de réclamer la levée totale des blocus. Cuba et son peuple espèrent pouvoir compter à nouveau sur le précieux appui de le pays des hombres intègres à leur réclamation incessante la levée des blocus des États-Unis contre notre pays. Je vous remercie. Tout autre chose, et nous ouvrons le chapitre politique de ce journal. Le CDP, face à son destin peut-être, l'ancien parti au pouvoir vit l'une de ses plus graves crises. Un cap a été franchi ce dimanche 22 septembre au terme d'un congrès extraordinaire. 27 militants membres des organes dirigeantes ont écopé des sanctions allant de la suspension à l'exclusion pure et simple. Ce matin, les premiers responsables du CDP ont fait un peu de pédagogie. Ils ont expliqué à la presse les raisons de ces décisions musclées. Luc Pabelgem. Le CDP a traversé une zone de turbulence du fait de ses assignations multiples par certains de ses militants et non des moindres en justice. Si ces militants n'ont pas pu obtenir gain de cause, le parti, quant à lui, a fini par avoir leur peau. Le congrès extraordinaire a procédé à des avertissements, des suspensions et des exclusions de militants dits récalcitrants. Ces décisions, le CDP dit les avoir prises après plusieurs démarches de réconciliation non abouties et c'était la seule solution qui s'imposait si le parti tenait à son existence. Une chose est d'exprimer des divergences et des critiques, ce qui du reste fait partie de la vie d'un parti démocrate normal. Autre chose est d'ériger l'indiscipline en comportement courant et d'inventer des actions et d'intenter des actions de blocage, de déstabilisation, voire de liquidation du parti. C'est pour toutes ces raisons, et au regard de la gravité des actes d'indiscipline que ces militants ont posés,
que les militantes et militants du parti, venus des 45 provinces et réunis en congrès extraordinaire le dimanche 22 septembre passé, ont décidé de prononcer des sanctions allant de l'exclusion à la suspension et dont un cas particulier d'avertissement à l'encontre des camarades au regard de leur qualité au sein du parti et de la gravité de la faute commise. Au lendemain de ces importantes décisions, des militants dont Kadri Désiré Ouédraogo ont rendu leur démission. Pour le premier vice-président du CDP, passer par la presse pour annoncer sa démission prouve une fois de plus que ces derniers n'avaient aucune considération pour le parti. De quelle image jouissons-nous au niveau de l'opinion nationale et internationale? C'est ça la question. Est-ce que le CDP est toujours un parti considéré comme un rassemblement de faux types avec des fausses raisons pour poser des faux actes en vue d'atteindre des faux objectifs? Ou est-ce que le CDP aujourd'hui est reconnu comme étant un parti qui s'est trompé, qui a été sanctionné politiquement, qui a été sanctionné par les règles légales et qui se retrouve être un parti qui renaît doucement de ses cendres? Est-ce que c'est nous qui avons dit à Kadri de dire qu'il ne veut pas être candidat du CDP? Pas du tout. Quelle pression on a fait à Kadri pour lui dire ne te présente pas comme candidat du parti? C'est volontaire, c'est indépendamment et c'est de façon autonome qu'il a pris sa résolution. Donc, où est le problème? Qui déblaye qui pour qui? Ce qu'il faut noter, c'est qu'aucun des soutiens de Kadri Désiré Ouédraogo, qui s'était déclaré candidat mais pas du CDP pour la présidentielle à venir, n'a été épargné par le congrès extraordinaire. On pourrait dès lors croire que c'est un terrain entièrement déblayé pour le président du parti Edi Komboigo, mais non, Martel Achille Tabsouba, il n'y a ni terrain déblayé pour le président Edi Komboigo, ni de chasse aux sorcières au CDP. Et c'est le moment de retrouver l'invité de ce journal. Léonce Koné était, je dis bien était parce qu'il a été exclu, membre du Haut Conseil du CDP, militant historique du Congrès pour la démocratie et le progrès. Il était en première ligne pour maintenir le parti à flot après les événements de 2014. Eh bien, visiblement, tout cela n'a pas pesé lourd dans la balance quand il s'est agi de vous exclure, monsieur Léonce Koné. Comment réagissez-vous à cette sanction sévère prise à votre encontre? Écoutez, c'est toujours extrêmement regrettable de voir un parti comme le CDP, qui a connu des épreuves extrêmement rudes, avec l'insurrection, avec les mesures d'exclusion électorale de 2015, avec les épisodes liés au putsch manqué de 2015, de voir un tel parti qui est fortement implanté dans le Burkina, qui a une longue histoire, de le voir s'abîmer dans des dissensions que la direction actuelle a cru pouvoir régler en prenant des mesures extrêmes. Ce n'est pas une bonne chose pour le parti, au-delà de ce que peuvent ressentir les personnes qui ont été concernées par ces mesures, comme c'est mon cas. Ça, c'est la première chose. Et en second lieu, je trouve encore plus regrettable qu'un parti qui a été victime d'exclusion en 2015 à cause de ses positions politiques, à cause de son passé politique, en vienne lui-même à emprunter le même chemin et à appliquer en son propre sein des mesures d'exclusion envers certains de ses membres pour des raisons purement politiques, électorales. Je trouve cela, à vrai dire, scandaleux et très triste pour le parti. Alors, vous avez entendu les raisons évoquées par le Congrès extraordinaire qui vous a exclu. Il parle de discipline et de tentatives de liquidation du parti. Ce sont des accusations graves quand même. Oui, et puis farfelues. Pardon? Farfelues. Farfelues, je ne les trouve pas graves. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'après l'insurrection, j'ai été, avec beaucoup d'autres camarades, membre du directoire. J'en étais le président, qui a essayé de faire revivre le CDP après la débâcle qu'il a connue avec l'insurrection. Ça a été difficile de ramener les militants, de remettre en place les structures. Et après cela également, en 2017, j'ai été membre, avec d'autres camarades encore,
de la commission ad hoc qui a été mise en place pour remettre sur pied les structures du parti et puis le faire vivre tout simplement, lui permettre de se présenter aux élections municipales complémentaires qui ont eu lieu notamment. Alors, est-ce que vous pensez sérieusement qu'après avoir joué ce rôle-là, pas seulement moi d'ailleurs, mais avec d'autres camarades, vous pensez que nous allons nous mettre à nourrir un projet pour liquider le parti? À quelle fin? Ça n'a strictement aucun sens. La réponse que donne le Congrès extraordinaire, c'est que vous faites partie d'un groupe de personnes qui avaient traduit le parti en justice, oui, et qui avaient même demandé à ce qu'on retire le récépissé du parti, c'est-à-dire que le parti n'existera plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une demande dans ce sens. En tout cas, je n'ai pas été associé à une demande pour retirer le récépissé du parti. En revanche... Vous avez traduit le parti en justice. En revanche, nous sommes dans un État qui se veut un État soumis à des lois. Donc, lorsque dans un groupement, les partis politiques sont des associations qui font de la politique. Elles sont soumises, par ailleurs, à leurs textes d'abord et également aux lois du pays. Lorsque les instances d'un parti politique ne respectent ni leur statut, ni les lois du pays, c'est le droit de chaque citoyen concerné, à qui cela fait grief, c'est son droit absolu de saisir la justice. Être membre d'un parti, ça ne veut pas dire que si vos droits sont bafoués, si les règles du parti sont bafouées, vous devez rester les bras croisés, désarmés en disant « bon, ben ça, c'est le parti et je ne peux rien faire ». C'est un droit absolu des citoyens de saisir la justice lorsqu'ils estiment que leurs droits sont bafoués, que les associations dans lesquelles ils participent ne respectent pas les règles qui les régissent. C'est leur droit de saisir la justice. Donc ça, c'est pas un motif d'exclusion ou de sanction. Pour permettre au parti d'être un peu plus serein, il aurait peut-être fallu saisir les instances internes du parti qui ont été créées pour régler ces genres de différends aussi. Oui, mais vous savez, nous avons, moi en ce qui me concerne, aux différentes étapes de la vie du parti d'ailleurs, déjà pendant la commission ad hoc, j'ai eu une audition devant la commission ad hoc lorsque Eddy Komboigo, après avoir disparu pendant plusieurs mois des radars, de la vie du parti en tout cas. Voilà. Pendant quelle période? Aussitôt après l'insurrection. Pendant plusieurs mois, il a fui au moment de l'insurrection. Et puis, bon, il était injoignable et il n'a présenté aucune justification, il n'a eu aucun contact avec une instance du parti pour dire « je suis dans telle position » et bon, voilà. Donc il avait vraiment fui. Hein, et ça a duré des mois. Qui faisait vivre le parti. Et donc, je crois que pendant un moment, Achille Tapsoba, qui était le premier vice-président, a assuré l'intérim. Quand Eddy Komboigo a souhaité revenir dans le parti et reprendre ses fonctions, à ce moment-là, la commission ad hoc gérait le parti. Et je fais partie de ceux qui ont considéré que ça ne pouvait pas être aussi simple que cela. Quand vous êtes responsable d'un parti, confronté à des difficultés de cette nature-là, vous ne pouvez pas disparaître et puis 4 mois, 6 mois après, revenir comme une fleur et puis dire « bon, ben, j'étais parti, voilà, et maintenant me revoilà, donc je reprends mon poste ». Donc à cette occasion-là, j'ai saisi la commission ad hoc pour qu'elle examine les conséquences qu'il fallait tirer de cela. Et dernièrement, j'ai été encore devant la commission ad hoc. Je ne sais plus, bon, c'est une histoire à épisode, hein, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'entendais tout à l'heure dans l'élément que vous avez passé une déclaration, elle est partielle parce que je n'ai pas suivi la conférence de presse naturellement, de Achille Tapsoba disant qu'ils ont épuisé les voies de la conciliation. À aucun moment, M. Dalva, de toute cette période, je n'ai été approché par qui que ce soit pour ouvrir le moindre dialogue sur les difficultés que connaissait le CDP. Alors, ce n'est pas bien et ce n'est pas digne, même après ce congrès qui a pris ces mesures-là, de dire des choses qui ne sont pas exactes, de proférer des mensonges, parce que c'est de là qu'il s'agit. C'est pas bien, c'est pas digne de dirigeants politiques. Vous avez déjà reçu la notification de votre exclusion? Non, mais à vrai dire, je n'ai pas besoin de la recevoir. J'en ai entendu parler, plusieurs personnes m'ont confirmé que ça a été prononcé au Congrès, et je ne suis pas dans cette... Comment jugez-vous cette décision à votre encontre et de plusieurs autres militants des organes dirigeants du parti? Bon, en ce qui me concerne, je pense qu'elle est injustifiée.
Elle est injustifiée. Injuste ou injustifiée? Elle est forcément injuste, mais elle est injustifiée parce que, bon, je crois que le fond du problème, votre journaliste d'ailleurs qui a suivi la conférence de presse l'a dit, ce sont tous les militants, les responsables, qui ont fait le choix de soutenir la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle, qui ont été frappés par ces mesures. Vous ne vous reprochez rien? Non, je ne me reprocherai absolument pas. Pas d'indiscipline? Non, pas de cas d'indiscipline, de tentative? Je ne me reproche rien. Nous ne sommes pas dans une école où il y a un maître d'école qui fixe la discipline. C'est un parti politique. C'est un lieu de débat, de contradiction. Vous ne vous reprochez rien quand vous soutenez un membre des organes dirigeantes qui déclare sa candidature hors des textes du parti? Absolument pas. Nous sommes dans un contexte où, Achille Tapsoba vous l'a dit, même après l'exclusion de toutes ces personnes-là, il considère que le but de l'opération n'était pas de déblayer le terrain pour permettre à Eddy Komboego de se faire investir comme le seul candidat du CDP. Vous pensez que c'est le cas? Est-ce que c'est crédible, une chose pareille? Soyons sérieux. Est-ce que c'est crédible? Le but de tout cela, ça a été de domestiquer le CDP, de confisquer l'appareil du CDP, pour faire en sorte que le CDP investisse une seule personne, Eddy Komboego, comme candidat du parti. Le même Achille Tapsoba qui parle d'indiscipline. Si le fait de soutenir un candidat en dehors du parti, c'est de l'indiscipline, mais il a été le premier. J'ai des images datant de 2018 où on le voyait arbourer fièrement un t-shirt à l'effigie de Eddy Komboego pour les présidentielles. Tout cela a commencé bien avant que Kadri Désiré Ouédraogo déclare sa candidature. Donc ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est indigne à la fois de l'histoire du CDP et des enjeux face auxquels le pays se trouve actuellement. Alors l'une des conséquences de ce congrès extraordinaire, c'est la démission de M. Kadri Désiré Ouédraogo du CDP. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce que cela pourrait entraîner? Vous allez ensemble former un nouveau parti politique? Oui. Quel est votre avenir politique? Vous savez, dès février 2019, lorsque Kadri Désiré Ouédraogo a été à Bobo-Dioulasso, rencontrer les mouvements qui le soutenaient, il y en a principalement deux, et qui voulaient qu'il se présente comme candidat à la présidentielle. Il a dit à ces mouvements-là, après les avoir remerciés, les avoir encouragés, il les a invités à s'organiser parce que les combats politiques, les projets politiques, surtout les projets électoraux, se mènent dans un cadre organisé. Il faut avoir des structures pour cela. Et il les a encouragés à s'organiser. Ce qu'elles ont fait, elles ont créé récemment un parti politique, le mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso. Donc, mais même dans cette perspective-là, mes amis et moi avons toujours considéré que la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo ne sera pas portée par un parti uniquement. Elle sera portée par une coalition. Il y a ce parti qui vient d'être créé. Il y a, en tant que membre du CDP, moi-même, Kadri Désiré Ouédraogo. Vous êtes membre du CDP maintenant? Oui, mais non, je parle de cette époque-là. D'accord. Donc, en tant que membre du CDP à l'époque, Kadri Désiré Ouédraogo, Badini et tous ceux qui étaient avec nous, nous souhaitions naturellement que le CDP également investisse Kadri Désiré Ouédraogo. Et le CDP étant un parti assis, établi, il aurait été sans doute, dans ce cas de figure-là, l'élément moteur de cette coalition. Mais la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo dépasse largement le CDP. Il y a dans ces mouvements-là, dans le parti qui vient d'être créé, des gens qui ne sont pas militants du CDP, qui n'ont pas... Il y en a très peu d'ailleurs qui sont militants du CDP. Vous dites que vous avez souhaité que Kadri Désiré Ouédraogo soit le candidat du CDP. Alors pourquoi ne pas attendre de se réunir au sein du parti et de choisir ou bien d'élire le candidat qui va représenter le parti à l'élection présidentielle de 2020 et de faire route seul en allant déclarer sa candidature hors des instances et des textes du parti? Parce qu'il n'y a tout simplement aucune raison d'attendre. Peut-être que c'est de cela que le Congrès extraordinaire parle quand il parle d'indiscipline. Alors si c'est de l'indiscipline, en premier lieu, si on prend les choses chronologiquement, il faudrait demander à Eddy Komboego pourquoi depuis 2018 il se promène avec des pancartes. Il ne l'a peut-être, je ne suis pas son avocat, mais il ne l'a peut-être pas dit officiellement comme l'a fait Kadri Désiré Ouédraogo. Oui, mais il l'a fait de manière très nette. Hein, je vous dis, le mouvement Éco 2020, etc., avec les fiches d'Eddy Komboego, ça ne trompe personne. Hein, soyons sérieux. Alors, je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez accepté votre exclusion du parti? C'est consommé? Vous l'avez accepté? Je n'ai ni à l'accepter ni à la refuser, j'en prends acte.
dans un sens, elle me soulage. Parce qu'évidemment, avec toutes les dérives que j'ai constatées depuis 2018, avec la reconduction de Eddy Kamboïgo comme président du parti, je ne me sentais plus du tout à l'aise dans ce parti-là. Donc je suis, en quelque sorte, libéré d'avoir à frayer à nouveau avec des gens pour qui je n'ai pas d'acquaintance politique. Pour 2020, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Soutenir Kandé Désiré Ouédraogo? Bien sûr, c'est dans cela que je suis engagé depuis 2000. C'est même, pour vous dire les choses, c'est depuis 2015 que je suis partisan d'une candidature de Kandé Désiré Ouédraogo à la présidentielle. En 2015, vous savez que les détracteurs de Kandé Désiré Ouédraogo estiment qu'en 2015, le parti, le CDP, avait besoin de lui pour être candidat à l'élection présidentielle parce que la plupart des candidats potentiels étaient sous le coup de la justice, certains étaient en fuite et en ce moment-là, il a brillé, il aurait brillé par son absence. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Vous faites bien de dire il aurait brillé parce que j'ai suivi tout cela de très près. Et j'ai vu dans quelles conditions les réunions du bureau exécutif national et d'un soi-disant comité de désignation ont été organisées dans le but express d'éliminer toute possibilité de candidature à Kandé Désiré Ouédraogo. Je l'ai suivi ça de très près. Vous êtes en train de dire qu'en 2015, Kandé Désiré Ouédraogo était intéressé par la candidature à l'élection présidentielle et qu'il a été écarté. Tout à fait. Et c'est lorsque la direction du CDP, déjà avec Eddy Kamboïgo et puis les mêmes acteurs, Achille et puis d'autres personnes, ont précipité un processus de désignation destiné à l'éliminer, qu'il a décidé de ne plus se présenter. Et je me souviens très bien, parce que j'étais d'un avis contraire, il m'a déclaré, écoute, je ne veux pas être un facteur de division dans ce contexte-là de la vie du CDP. Donc si les gens ont précipité la désignation, écoutez, j'en prends acte et puis bon, voilà, on va attendre et l'avenir dira ce qu'il en sera. Et l'avenir a montré que c'était une erreur parce que Eddy Kamboïgo a été exclu de l'élection et le CDP n'a pas eu de candidat à l'élection présidentielle. Ce qui a pesé également sur ce qui s'est passé aux législatives, même s'il a le grand mérite le CDP a le grand mérite d'avoir pu, dans ce contexte difficile-là, obtenir 18 députés. Alors, le contexte, il a peut-être, et il a certainement changé pour 2020, avec tous ces soubresauts sur remue-ménage au sein du CDP. Comment voyez-vous le CDP à l'élection présidentielle de 2020? Écoutez, bon, il faut être en augure pour savoir ce qui va se passer. Je crois que ces conditions ne sont pas idéales pour n'importe quel parti pour se présenter aux élections générales, législatives, municipales et puis présidentielles. Mais bon, du moment que je ne suis plus au CDP, pour moi, ça, c'est une autre histoire. Vous êtes une émanation du CDP maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion des voix face au parti et au pouvoir qui, lui, avance en rang serré? C'est l'évidence même. Je pense que tout le monde aura quelque chose à perdre dans cette affaire. Kandé Désiré Ouédraogo et le CDP c'est plus simple pour les électeurs d'avoir en face d'eux un candidat unique d'un parti auquel ils adhèrent, c'est plus simple. Quand le parti se trouve dans cette situation, les voix vont se disperser forcément. Mais ça ne m'inquiète pas outre mesure. En ce qui nous concerne, nous, qui soutenons Kandé Désiré Ouédraogo, parce que je vous l'ai dit, la base électorale sur laquelle nous comptons déborde largement le CDP. Ouais. Merci, Léonce Koné, d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Peut-être, sait-on jamais, la politique réserve des surprises. S'il y a un deuxième tour, l'une des parties va accorder ses voix à l'autre. Entre Kandé Désiré Ouédraogo et Eddy Kamboïgo, c'est cela aussi peut-être le mystère de la politique. On ne le sait pas. Merci. L'avenir est ouvert, on verra bien. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on attend les prochaines séances. Merci beaucoup. Passons maintenant à l'hebdomadaire conférence de presse du CEFOP. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, au premier rang desquels la toute dernière sortie de l'UNAPOL qui accusait la hiérarchie militaire de bloquer des armes destinées à la police nationale. Le CEFOP appelle le chef de l'État à prendre des mesures pour régler cette situation. Stéphanie Hien, Roméo Koeta. C'est tout à fait normal. L'opposition politique condamne avec la dernière énergie les velléités de détournement d'armes destinées aux policiers par les militaires. Du moment où les deux corps se retrouvent sur le même front dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de raison que certains soient mieux équipés que d'autres selon le CEFOP. Une fois que vous êtes au front,
en tant que corps habillé, de notre point de vue, on doit vous doter d'armes, d'équipements nécessaires au moins pour assurer votre défense et assurer également la défense donc, du pays, la défense du territoire. Et c'est pourquoi on est au front. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a un problème, puisque en fait, quand on écoute l'UNAPOL, on sait qu'il y a un problème. Le CEFOP invite le président du Faso et la hiérarchie militaire à trouver une solution diligente à cette crise avant qu'elle n'entame le moral des troupes. L'autre fait tout aussi regrettable pour l'opposition politique, c'est ce conflit entre des soldats et leur chef de corps, à Dédougou. Ces militaires ont demandé qu'on relève le chef accusé d'avoir moins d'égards à leur endroit. Information confirmée par le président du Faso lors de ses échanges avec la diaspora américaine, nous apprend nos confrères de Radio Omega. Roch Kaboré aurait instruit qu'il soit élevé de ses fonctions et remplacé. Dans cette situation, le CEFOP estime que le gouvernement devrait concentrer ses énergies sur l'essentiel et non transformer la journée nationale de la jeunesse en campagne électorale. Les jeunes réunis à Bobo Dioulasso n'y étaient pas partis pour des questions festives. Ce n'est pas non plus pour des parades. Ils sont partis pour être conscientisés sur la situation du moment. Le pays est attaqué. Nos militants nous ont informés de justement des t-shirts qui circulaient ainsi de suite à l'effigie du parti au pouvoir. Imaginez-vous que si nous, on prenait donc leur contre-pied pour essayer également d'habiller immédiatement nos jeunes et ainsi de suite et aller les contrer à Bobo. C'est la sécurité ou l'insécurité qu'on aura créée. Et nous disons à l'opinion nationale, internationale, que les moyens de l'État ne devraient pas être utilisés justement à des fins de pré-campagne. À l'orée de la rentrée scolaire 2019-2020, le CEFOP s'inquiète du sort des élèves affectés par l'insécurité et invite le gouvernement à trouver des solutions pour leur permettre de poursuivre leurs études. Et on termine ce journal avec cette mise en garde des chauffeurs routiers du Burkina. L'UCRB menace de reprendre ces mouvements de grève et leurs conséquences, des graves pénuries qu'elles ont entraînées si l'État ne met pas en œuvre les accords conclus au cours des négociations tripartites passées. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Mise en place d'une commission chargée de la refonte globale du système de gestion du fret à destination du Burkina, amélioration salariale et déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que l'aménagement de parking adapté au port de Lomé. Pour les chauffeurs routiers, ces 3 points d'accord conclus avec le gouvernement et l'Organisation des transporteurs routiers du Faso le 27 août 2018, suite à leur arrêt de travail, se retrouvent 13 mois après, sans aucun début de mise en œuvre. Alors, l'UCRB lance un rappel. Depuis la signature du protocole d'accord signé le 27 août 2018, rien de ces points n'ont été mis en œuvre par l'autorité gouvernementale. Nous sommes dépités de constater que la parole donnée par nos dirigeants n'a aucune valeur. Se référant au principe sacré de la Convention 98 de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui fait de la négociation le socle d'un climat social apaisé et également balayé du revers de la main par le gouvernement, pouvons-nous parler avec certitude que ce gouvernement est responsable et crédible? La parole donnée est sacrée. Pour l'UCRB, si les choses perdues, c'est parce que le gouvernement aurait fait entre-temps de la mise en place de la fêtière des transporteurs routiers sa priorité. Nous, on s'est dit qu'à un moment donné, le ministre du Transport a dû transformer les données. Au départ, quand le Premier ministre Paul Kabakieba, il en parlait, et aussi avec les accords que nous avons pris, nulle part n'est marqué la mise en place de la fêtière avant de réduire les problèmes des chauffeurs. C'est à un moment donné que le ministre nous a fait savoir que non, lui à son niveau, lui préfère mettre la fêtière en place avant d'essayer de résoudre nos problèmes. Mais malgré tout ça, nous avons toujours attendu, et de report en report, voilà que nous sommes arrivés à 1 année, 2 mois. Donc nous, en tant que premier responsable de la structure là, nous avons 2 murs. C'est nous qui relayons les informations du gouvernement à nos adhérents, donc on ne sait plus quoi dire. Et on s'est dit que c'est des décrets un peu différents. Le décret de la mise en place de la fêtière et le décret de la mise en place des résolutions là, c'est 2 décrets vraiment différents. Et comme bon, mais il est le ministre, il est le premier responsable, on ne peut pas le dire non. Donc nous demandions de nos jours là, qui puisse résoudre les problèmes des chauffeurs et les problèmes de la fêtière là, qui puisse résoudre avec les patrons au moment voulu. Aucune intention de grève ne prévaut au sein des chauffeurs routiers pour l'instant. Mais cela ne saurait tarder si les choses restent en l'état, prévient l'UCRB.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Merci de votre fidélité renouvelée.